Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Décryptage, l'émission de Mediapart qui décrypte les images et pour laquelle j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Pia Viewing. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la commissaire de l'exposition consacrée à Dorothea Lange, intitulée Politique du visible, qui vient d'ouvrir au Jeu de Paume et qui se tient jusqu'au 27 janvier prochain. Pour ceux qui n'auraient pas le temps de venir à Paris d'ici le 27 janvier prochain, il y a donc ce grand catalogue. On va commenter ensemble quelques photographies issues de cette exposition et de cet ouvrage. Mais auparavant, est-ce que pour vous montrer une exposition où, il faut le dire, il y a des réfugiés, des caravanes de migrants, pas mal de misère sociale, c'est-à-dire des choses qu'on voit, mais là il y a une grande différence, c'est que les gens sont blancs. Oui, vous parlez de la relation avec le contemporain, les ponts qu'on peut faire entre les années 30. Alors, j'estime que le travail que Dorothea Lange a fait sur la migration aux États-Unis dans les années 30 est vraiment autre chose que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je suis un peu mal à l'aise avec l'idée de faire des calages comme ça, des parallèles oui, qui sont, disons que notre vie aujourd'hui dans le cadre de la mondialisation n'a rien à voir avec la situation à laquelle ces personnes étaient confrontées. Donc, en fait, on a plusieurs vagues de migration sur une période de 6 ans, un peu plus. Mais ce ne sont pas du tout les premières migrations internes aux États-Unis. Voilà, donc l'histoire des États-Unis est constituée de plusieurs déplacements, l'immigration initiale, si on peut dire, et puis tout ce qui en suit. Après, c'est vrai qu'il y a aussi peut-être une relation entre la dépression, donc le crash boursier de 29 et ces événements, et puis aussi peut-être notre histoire avec les problématiques économiques du monde à partir de 2008, voilà. Mais je trouve que ce sont des collages un petit peu hasardeux. D'accord, donc pas de simplification à outrance entre les époques, pas Oui, d'anachronisme, voilà. même si forcément, enfin, certains On y titres pense. résonnent avec la situation qu'on connaît aujourd'hui. Dorothea Lange, elle fait la plupart de ses photographies dans le cadre de commandes publiques, enfin, ou d'organismes semi-officiels ou semi-officiels. Dans quelle mesure ça imprègne sa photographie? Est-ce qu'au fond, elle prend des commandes et qu'après, elle fait exactement ce qu'elle veut? Ou est-ce que ça se ressent dans la manière dont elle fait son travail? Ça, c'est une très bonne question, je trouve, parce que effectivement, dans le cadre de sa première commande, la commande pour l'État fédéral, ce qu'on appelle habituellement la FSA, la Farm Security Administration, plusieurs photographes ont reçu des commandes. Donc, on peut facilement comparer en fait l'attitude de chaque photographe vis-à-vis de la commande. Lange était assez libre. Et elle a pris sa liberté, ce qui fait d'elle, effectivement, quand on regarde avec la distance historique, une femme quand même assez remarquable, qui portait dans sa vision, justement, une attitude engagée, libérale certes, mais engagée. Et il est vrai qu'elle a fait plusieurs commandes toute sa vie, elle a travaillé sous commande, hein, plus ou moins, les situations, et que je pense la commande, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, la commande qu'elle a faite pour la War Relocation Authority, donc c'était pendant la guerre, cette commande-là a été extrêmement contrainte et donc du coup elle n'avait pas la liberté ou elle ne pouvait pas la prendre comme elle le souhaitait. Et une dernière question avant qu'on commence, qu'on regarde justement et qu'on voit concrètement comment se faisait ce travail et dans quelle mesure il pouvait être contraint ou se libérer, s'émanciper de ses contraintes. Elle fait partie de cette catégorie un peu vaste, voire vague, qu'on appelle la photographie documentaire. Est-ce qu'on peut définir une esthétique ça a du sens de Dorothea Lange? Est-ce qu'on peut la définir? Oui, tout à fait. Oui, oui. Dorothea Lange est une
femme photographe qui écrit. C'est-à-dire que très tôt, elle considère que ses photographies doivent être contextualisées par le texte, par l'écrit. Et donc, elle va situer en fait ses prises de vue dans un cadre, je dirais, presque anthropologique ou même sociologique. Un peu plus tard, vers la fin des années 30, elle va écrire des general captions, donc des longues légendes, qui seront donc des légendes qu'elle prédestine à encadrer des sous-séries de photographies. Et donc, elle a vraiment un rapport avec le texte très, très construit et elle cherche du coup à laisser l'image libre, c'est-à-dire chacun est libre d'interpréter l'image comme on le souhaite, avec sa propre sensibilité. Elle ne veut pas substituer l'image par le texte, mais le texte vient donner une histoire réelle, un contexte économique et social pour que justement la photographie ne soit pas affaiblie, je dirais, par une interprétation sensible. Voilà. Et ça lui laisse aussi une certaine liberté pour créer des images assez sensuelles parfois, très sensibles, presque émotionnelles parfois. Mais encadré. Mais encadré, voilà. Donc on va regarder quelques-unes de ces images sensibles et encadrées. On va passer sur ses débuts où elle est portraitiste et on commence avec une image lorsqu'elle descend dans la rue en fait. Oui, complètement. Alors le titre de l'exposition, Les politiques du visible, signifie pour moi, c'est-à-dire en tant que commissaire de l'exposition au Jeu de Paume, parce que c'est une exposition itinérante, qu'on s'est complètement concentré sur les séries de photographies de Lange qui s'adressent à la politique du pays, des États-Unis. Et effectivement, c'est pour cette raison, et j'y tiens vraiment à expliquer ça, qu'on commence avec le travail de 1932 à 1934. Donc cette photographie qui s'appelle White Angel Breadline date de 1933 et constate en fait de son intérêt pour les conditions sociales, la condition humaine. Elle va arrêter de faire de la photographie en studio petit à petit. Et à cette période, quand elle prend cette photographie, elle décide de travailler pour elle. C'est-à-dire qu'elle a envie de s'engager avec ce médium pour constater de ce qui se passe autour d'elle, parce qu'elle est extrêmement touchée par les conséquences de la dépression. En 1933, à San Francisco, vous avez des vagues de personnes sans domicile, sans conditions de vie, je dirais, correctes. Vous avez, voilà, comme ici, les personnes qui se rassemblent autour de la soupe populaire dans la rue. Et Lange va vouloir prendre ces photographies pour en garder une trace, mais aussi parce qu'elle sent la nécessité de relater de ces événements. Et c'est peu après cette photographie qu'elle fait cette photo qui est l'icône à la fois du travail de Lange et au fond de la Grande Dépression américaine. Absolument. Cette photographie, donc la fameuse Migrant Mother, est une icône... Donc, mère migrante en bon français, comme vous avez un très bon accent et que ce n'est pas mon cas, je me permets de le préciser. 1936. Donc là, on est en Californie, un endroit qui s'appelle Nipomo, et on verra, pour ceux qui ont la possibilité de voir l'exposition, une grande carte des États-Unis qui situe en fait les lieux de prise de vue, et on se rend compte en fait de l'énorme travail qu'elle a pu faire pendant les années de la FSA. Cette photographie, effectivement, est une icône de la période. Comment ça se fait qu'elle soit devenue une icône ? Je pense que c'est la force de l'expression de cette femme, Florence Owen Thompson, l'attitude des enfants qui tournent le dos à l'objectif, et puis certainement le cadrage qui est vraiment, la composition de l'image qui est très forte.
Aussi parce que c'est une photographie qui a été reproduite dès 1936 dans les revues. On s'est saisi de cette image et c'est vrai qu'à la période, dans les années 30, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'est la presse illustrée qui est le véhicule des images documentaires. Et donc, si l'image est reproduite largement et d'ailleurs très rapidement hein, pour celle-ci, il est vrai que l'image devient du coup visible pour le coup, et reconnue rapidement. Alors ce qu'on peut faire dans l'exposition, mais là aussi maintenant, c'est élargir un peu la focale par rapport à cette image iconique. Absolument. Et là, voilà, c'est intéressant de savoir que Dorothea Lange est une photographe qui fait plusieurs prises de vue d'une même scène. Pas toujours, mais effectivement, dans l'exposition, on peut s'en rendre compte. Ici, ce qu'on a, c'est la première des 7 prises de vue qu'elle a pu faire de la Migrant Mother. Donc, elle va cadrer de plus loin au plus près. Et l'icône, c'est la dernière des 7 prises de vue. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a comme une petite séquence de photographie, comme un petit film en fait, qui témoigne du malaise aussi des personnes photographiées vis-à-vis de l'intrusion de l'appareil photographique. Et il est vrai que Lange souvent s'entretenait avec les personnes qu'elle photographiait. Elle essayait d'établir une relation, même rapide, avec les personnes, avec ses sujets. Et là, en l'occurrence, elle s'entretient avec la mère après les prises de vue. Et donc, il y a un autre rapport qui s'installe, un rapport où on a vraiment, enfin, je trouve, hein, conscience de la présence de la photographe dans la photographie finale, la fameuse mère migrante, où effectivement ce sont les enfants qui nous indiquent le gène de l'appareil photo. Mais c'est ça, parce qu'il y a quand même une certaine forme de violence, c'est-à-dire qu'elle raconte qu'après elle entretient, enfin elle a la conversation avec cette mère migrante dont vous avez donné le nom, mais Lange lui demande même pas son nom. C'est ça. Elle lui demande juste ton âge. Oui, oui. Ce qui peut être pris comme un geste assez agressif, quoi. Bon, alors voilà, vous avez 32 ans, mais je vous demande même pas votre nom, je vous photographie sans même pas savoir qui vous êtes. Oui, oui. Là aussi, c'est vrai que ça parle, cette situation parle de l'attitude de Lange. Elle était assez spontanée. C'était quelqu'un qui suivait ses intuitions. Donc, quand elle tombe sur cette scène, c'est suite à une petite histoire qu'on raconte souvent, qu'elle s'est arrêtée sur la route, qu'elle a fait demi-tour, qu'elle est allée parce qu'elle a vu indiquer ce camp de cueilleurs de petits pois, elle qui tombe sur cette scène. Maintenant, ce qui est quand même intéressant, c'est quand on regarde ces photographies, de connaître un peu l'histoire de ce moment-là jusqu'à la mort de cette femme, de la famille. Et là, parce qu'il y a eu plusieurs livres écrits sur la famille, et c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Ce n'est pas le cas pour tous les sujets, évidemment, de ces photographies. Et là, on se rend compte que vraiment, la famille est au plus profond de la misère quand cette photographie a été prise. Et les conséquences de la prise de vue pour la famille ont été assez maigres. Oui, non, ça interroge le sujet le rapport entre le sujet et l'objet de la photographie, parce que ça a rendu Lange très célèbre, au fond, alors que, évidemment, ça n'a pas changé grand-chose. On avance dans les images. Je me souviens de la légende, hein, c'est donc une ancienne esclave à la longue mémoire. C'est ça, c'est une très, très, très joli titre. Comme pour la mère migrante d'ailleurs, la plupart des titres de Lange sont des légendes très longues, dans lesquelles même elle arrive à citer parfois les sujets qu'elle a photographiés. Là, c'est une photographie qui marque en fait le travail que Lange a fait dans les États du sud de l'Amérique. Elle a beaucoup photographié, hein, le Missouri, Alabama, avec Walker Evans. C'est peut-être les 2 photographes de la FSA qui ont plus couvert les conditions de vie
des Afro-Américains dans les États du Sud, des États assez pauvres. Lange va apporter toute sa vie une attention, en fait, à la fois aux femmes et aux personnes, je dirais, dans la marge, ou considérées comme étant dans la marge de la société, ce qui est évidemment pas le cas pour les Afro-Américains, mais c'est une situation, il faut se situer dans l'époque, hein, la fin des années 30, avec un racisme acerbe, avec ces États qui sont pauvres aussi parce que l'économie est pauvre, et aussi à l'époque l'État fédéral va soutenir proportionnellement les États par l'argent public, et donc les États pauvres n'ont pas vraiment beaucoup d'aide au niveau fédéral. Cette photographie est très touchante parce que la femme ne regarde pas justement Lange, elle est comme emportée, le regard emporté par l'histoire. Elle se situe dans un cadre, le cadre de l'agriculture, hein, manuelle là pour le coup, alors qu'on sait pertinemment qu'en Californie, il existe déjà des fermes industrielles, mécanisées. Voilà, donc c'est une image très parlante et très touchante, je trouve. Celle-ci avec la légende qui permet de repérer un détail important. Oui, tout à fait. Cette photographie un peu plus tardive, on retrace comme ça un petit peu l'histoire de la série, de l'archive de Dorothea Lange sur l'Amérique des années 30. Avec effectivement une photographie qui constate d'une nouvelle vague de migrants. Sont des personnes, le monsieur en tout cas, qui travaille dans l'industrie du bois, qui n'a plus de travail et qui vient chercher du travail dans l'industrie agricole. Ce que je trouve intéressant, c'est non seulement effectivement le numéro de sécurité sociale qui est gravé sur son bras. Il a tatoué son numéro de sécurité sociale, c'est dire l'importance de l'État-providence dans ces cas-là. Exactement, déjà bien instauré. Effectivement, il ne faut pas oublier non plus que l'infrastructure de cette industrie agricole existe, les routes, les chemins de fer, les moyens de transport. Mais pour aller un petit peu dans la lecture de cette photographie, on voit aussi sa femme en arrière-plan qui est très joliment habillée, avec des chaussures coquettes. Et donc, on a une scène qui amuse beaucoup de personnes. Hein. Beaucoup de personnes qui regardent cette image sont touchées par sa contemporanéité, le regard un peu joueur du monsieur, et puis l'aisance avec laquelle la scène est photographiée. Voilà, c'est vrai que je trouve que c'est important de se rappeler que le travail de Lange, ce n'est pas seulement photographier des personnes pauvres au bord de la route, parce que justement, on le voit dans l'exposition, il y a une table lumineuse qui fait 10 mètres de long, dans laquelle on voit un tiers de cette archive, et qui constate qu'elle a photographié beaucoup de sujets à des moments différents, et que ces sujets couvrent un champ très large, à la fois social et économique. Alors, cette photographie donc appartient à une autre série. Là, on est 1942, 43, 44. Donc, Lange a fait pour la revue Fortune une commande pour photographier les chantiers navals. Donc à Richmond, c'est au nord de Auckland, en face de San Francisco, l'autre côté de la baie. Là, c'est le plus grand chantier naval de l'histoire des années de la Deuxième Guerre mondiale, donc aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que c'est un chantier naval qui repose sur la fabrication des éléments pour
constituées donc, pour construire les bateaux à partir d'éléments préfabriqués. Et donc, ce sont des usines de montage. Et là, il y a énormément de personnes qui viennent travailler pour des bons salaires dans cette usine. Kaiser Shipyard à Richmond. Et donc cette photographie montre à la fois une diversité de population, donc on a beaucoup d'Afro-Américaines qui viennent travailler, notamment des femmes d'ailleurs, qui viennent travailler dans ces chantiers navals, et puis aussi des femmes. Une fierté certainement pour participer à l'effort de guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette histoire nous relie aussi à la précédente commande de l'Ange, dans la mesure où il y a une partie des migrants qui vont travailler dans le chantier naval et qui vont avoir une nouvelle identité, une nouvelle fierté, donc, alors que quand ils sont venus pour travailler sur les fermes, ils étaient plutôt exclus de la société californienne. Là, ils vont se retrouver emportés par l'activité, voilà, très louable, on peut dire, de participer à cet effort de guerre. Dernière image dont vous aviez commencé à parler tout à l'heure. Oui, voilà. Donc là, c'est une photographie très forte, hein, très construite. C'est le fameux camp de Manzanar en Californie. Donc ce camp qui a été construit pour recevoir plus de 10 000 Américains d'origine japonaise. Donc en fait, après le bombardement de Pearl Harbor en décembre 1941, il y a le rassemblement à partir du mois de février 1942, mais sur une durée ça va durer à peu près 2 ans, plus de 110 000 Américains d'origine japonaise vont être rassemblés d'abord dans des centres de rassemblement et ensuite envoyés dans des camps de concentration, 10 camps de concentration dans des zones un peu désertiques des États-Unis. Parce que sont soupçonnés finalement d'éventuellement participer à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale, mais en tant qu'ennemis. Une sorte de 5e colonne japonaise sur le territoire. Tout à fait. Et donc, 2 photographes reçoivent une commande, mais il y en a peut-être d'autres encore, de la part du gouvernement, donc la War Relocation Authority. Et Dorothée Allange, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va photographier toutes les étapes du moment où les Japonais sont obligés de quitter leur foyer, leur commerce, leur travail, et partir dans les camps. Donc, elle va photographier toutes ces étapes préliminaires et l'étape de l'arrivée dans les camps, avec les interrogations, avec les vaccinations. Et c'est très intéressant de voir ces différentes étapes couvertes par l'Ange. Contrairement aux autres photographes qui ont plutôt photographié les camps, voilà. Mais comme c'est une commande, elle ne photographie pas, et d'ailleurs on ne le voit même pas dans cette image qui est un plan large, hein, une vue assez large, les barbelés, les gardes armés qui l'accompagnent pour la prise de vue. Donc elle va faire des photographies assez touchantes, assez humanistes des Américains d'origine japonaise sur 3 générations. Donc on voit les grands-pères avec leurs petits-enfants, on voit beaucoup d'images qui constatent de la famille en fait et du déplacement des personnes. Mais on ne voit pas, même si on peut la deviner, là, quand même la violence que ça a été. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et l'Ange, donc, elle a photographié du mois de mars au mois de juillet 1942, donc sur une période très courte. Et pendant cette période, elle a quasiment une dépression nerveuse, hein. Elle a beaucoup de mal avec la violence de la situation. Et c'est des images qui, bien qu'elles aient été quand même d'une certaine manière épurées, n'ont pas été montrées avant très longtemps.
effectivement, là, c'est inédit de les voir en France. Donc, on a une douzaine de tirages dans l'exposition. Il y a un diaporama de plus de 40 photographies de la commande donc, de l'Ange dans l'exposition. Et la première fois que ces images ont été publiées, c'était en 2006, parce que l'archive était destinée à l'État, au ministre de la Guerre, et il fallait demander l'autorisation pour pouvoir les utiliser. Et la première fois qu'on a donné cette autorisation, c'était effectivement en 2006. Donc c'est assez rare de les voir, et il est vrai que cette histoire est assez méconnue en fait. Donc profitez de l'exposition qui se tient au Jeu de Paume jusqu'au mois de janvier prochain pour aller voir notamment ces images, mais aussi beaucoup d'autres. Merci Pia Vu Inh d'être venue dans les studios du Passage Brulon. Merci à vous.